Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 51e webinaire organisé par le réseau Rappel et qui est consacré au thème de la précarité énergétique étudiante. Alors, le public étudiant était jusque-là un angle mort dans l'observation de la précarité énergétique, voire même des actions de terrain. Or, c'est une population qui constitue une cible vulnérable à la précarité énergétique parce qu'il dispose de ressources financières souvent faibles. Une étude sur les conditions de vie étudiantes qui a été réalisée en 2016 évoquait des ressources financières comprises entre 200 et 700 euros par mois. Et ces étudiants sont rentrés en cours il y a quelques semaines en devant faire face à une inflation généralisée et notamment l'envolée des prix de l'énergie. Et donc cette vulnérabilité à la précarité énergétique sera d'autant plus vraie si les logements qu'ils occupent s'avèrent être énergivores. Donc pour aborder ce phénomène et les pistes d'action pour tenter de le résorber, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 intervenants qui ont participé aux travaux menés par la chaire HOP. Donc, la chaire a été fondée en 2018 à l'initiative de la Fondation Grenoble-INP et sa mission principale, c'est de mobiliser les acteurs académiques, économiques et politiques pour proposer des solutions face à la lutte contre la précarité énergétique des étudiants, mais pas que, on le verra. Nous avons donc avec nous Régis Largillier, qui est titulaire de la chaire HOP, qui nous présentera en introduction les objectifs et la dynamique qui a été impulsée par la chaire. Ensuite, nous avons Déborah Sauvigné, qui est chargée d'études habitat et observation à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Elle nous présentera les principaux résultats d'une étude diffusée en début d'année sur la précarité énergétique des étudiants. Nous avons avec nous également Agathe Ménage, qui est chef de projet dynamique étudiant de la chaire HOP, qui nous donnera un aperçu des travaux et des outils concrets qui ont été développés par et pour les étudiants au service de la lutte contre la précarité énergétique. Et nous avons également Florence Guilcher, qui est responsable du pôle inclusion financière du CCAS de Grenoble, qui témoignera de la collaboration entre son CCAS et les étudiants de la chaire HOP. Et en toute fin de webinaire, on redonnera la parole à Régis Largillier pour évoquer les suites et les perspectives de travaux de la chaire HOP pour les mois, voire les années à venir. Donc, ces interventions seront regroupées en 2 grandes séquences et chacune sera suivie d'un temps de questions-réponses. Merci beaucoup à nos intervenants, intervenantes d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire et on se retrouve donc dans une quinzaine de minutes pour le temps de questions-réponses. Et je laisse donc la parole à Régis. Merci Aurélien et merci Sarah et merci au réseau Rappel de donner cette opportunité de partager avec vous effectivement un sujet très chaud d'actualité, c'est autour de la précarité énergétique en particulier et avec les étudiants. Je vais en 2 mots, enfin, très rapidement, la présentation aura lieu comme l'a présenté Aurélien. Sur la chaire HOP, je vais très rapidement, en 2 diapos, 2 ou 3 diapos, présenter ce que c'est que la chaire HOP. Ensuite, on passera à un sujet qui est la précarité énergétique étudiant, la dynamique étudiant et la suite de HOP. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'Aurélien l'a dit. Donc, l'objectif et l'ambition de la chaire HOP, c'était vraiment comment on peut mobiliser les acteurs qui ne sont pas bien mobilisés aujourd'hui, que ce soit économique, politique, mais également associatif, autour de la lutte contre la précarité énergétique. Pour ça, la chaire HOP s'est fixée, avec son comité de stratégique, 2 grandes missions. Un, de faire avancer la connaissance de la précarité énergétique sur des aspects qui ne sont pas très connus en France et en tout cas en Europe. En particulier, il y a un aspect autour des relations entre santé et précarité énergétique, avec en particulier, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais un énorme projet qu'on est en train de lancer, qu'on a lancé autour de l'impact de la rénovation sur les consommations de soins et du confort des habitants. Donc un projet qui s'appelle Rénov Santé, donc on va parler si vous voulez. Un deuxième aspect qui est la précarité énergétique, mobilité, avec les relations qu'il peut y avoir entre finalement comment mettre de l'essence dans sa voiture pour aller travailler ou et comment chauffer sa maison avec les mêmes sous, les peu de sous qu'on a. Voilà. Et puis un troisième axe qui nous a été demandé, c'est essayer de trouver quels sont les moteurs, les freins, les leviers qui font que des acteurs vont s'engager sur la lutte contre la précarité énergétique, que ce soit des acteurs typiquement associatifs ou politiques là-dessus. Et en particulier, on a fait un gros travail avec le réseau Ecohabitat dans les Hauts-de-France pour travailler sur ces sujets-là. Cet objectif de faire avancer la connaissance, c'est de mobiliser les acteurs, finalement, porter cette connaissance sur le terrain. Donc, on a ciblé un certain nombre d'acteurs, que ce soit politiques, collectivités territoriales, les acteurs sociaux, pour essayer d'ouvrir un peu les perspectives pour élargir le scope d'action sur la lutte contre la précarité énergétique. Et un des axes importants
qu'on n'a pas bien identifié, je dois l'avouer au début de la chaire, c'est le monde académique et le monde des étudiants, où on va revenir un petit peu là-dessus. Et puis, donc, cette chaire a été permise grâce à un certain nombre de soutiens. Ce qui est intéressant, c'est que, je ne vais pas détailler, mais c'est très diversifié. Ça a à la fois des collectivités territoriales, à la fois des acteurs de l'énergie, à la fois des acteurs de l'association et à la fois des acteurs financiers. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. On va venir, l'objet d'aujourd'hui, c'est vraiment les HOPE et les étudiants sous deux aspects différents. Alors, pourquoi les étudiants? Parce qu'on s'est aperçu que la dynamique étudiante sur ces sujets-là, c'est une dynamique gagnante, c'est une stratégie gagnante, parce que c'est une force énorme. Je retiendrai pour lire les différentes forces qu'on a découvertes en travaillant avec les étudiants. J'en soulignerai que deux essentielles qui vont montrer aujourd'hui l'impact que ça peut avoir. C'est l'intérêt des étudiants sur les grandes causes. Les étudiants cherchent à se mobiliser, cherchent à donner du sens à leurs études, qu'ils soient architectes, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient urbanistes, qu'ils soient sociologues, ou même des philosophes, parce qu'on a même des philosophes qui sont rentrés dans nos réseaux. Et puis, un deuxième aspect, c'est qu'ils ont besoin de résultats concrets, c'est-à-dire qu'ils ne satisfont pas uniquement de blabla et de paroles, mais ils ont des éléments très concrets. Et ça, on le verra un petit peu par la suite. Et à noter aussi la position stratégique et charnière qu'ont les étudiants entre enseignement et recherche, entre théorie et pratique, et entre aujourd'hui et demain. Les étudiants, c'est les futurs décideurs de demain, c'est les futurs acteurs de demain. Donc, c'est important pour nous de travailler avec ces gens-là. Donc, du coup, on a pu, grâce à ça, mobiliser un certain nombre d'étudiants depuis 3 ans que la chaire est lancée. Vous voyez, il y en a plus de 40 enseignants qui sont mobilisés et qui sont fidèles à la lutte contre la précarité énergétique à travers toute la France. Il y a eu la création, les étudiants eux-mêmes sont créés, et Agathe en parlera un petit peu, un collectif qui s'appelle HOPE étudiants, sur lequel il y a plus de 200 étudiants qui sont engagés à travailler ensemble. Et puis, on a, depuis 2019, sensibilisé un certain nombre d'étudiants. Ce sujet sur les étudiants, il y a 2 aspects importants qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a un premier aspect, c'est comment utiliser le monde des étudiants pour être plus efficace dans la lutte contre la précarité énergétique. Vous allez voir, ce sont des ressources inépuisables. Vous pouvez faire appel à eux en permanence. Et puis, les étudiants eux-mêmes ont sorti un sujet qu'on n'avait pas mis au début, il y a 4 ans, à l'ordre du jour, qui est la précarité énergétique étudiante. Et là, je vais passer la parole à l'AERG, donc à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, donc à Déborah, à qui on a confié, suite à des travaux que des étudiants avaient fait sur la région grenobloise, sur la qualification de la précarité énergétique étudiante, et bien on a demandé à l'agence d'urbanisme d'aller travailler un peu plus sur ce travail sur la précarité énergétique étudiante. Donc, vous voyez, c'est le premier aspect, c'est un sujet. La précarité énergétique étudiante, c'est quoi? C'est un sujet qui est sorti par les étudiants eux-mêmes grâce à la dynamique étudiante qu'on a su développer dans la chaire HOPE. Voilà ce qu'on va faire. Donc, je vais passer la parole rapidement à Déborah, qui va vous présenter cette étude-là. Merci Régis. Si tu veux passer directement à la partie suivante. Merci. Donc, très rapidement, l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, qui sommes-nous? On est une 50aine de salariés avec des profils très divers, économistes, sociologues, paysagistes, juristes, documentalistes, et j'en passe, et évidemment des urbanistes. Et on est une structure associative à fonds public. Donc, ce sont nos membres, ça peut être l'État, le département, les EPCI, la commune, tous les États, enfin toutes les structures publiques du territoire qui nous financent un certain nombre de jours d'études pour nous permettre de mettre en œuvre un programme partenarial, programme d'activité mutualisé, qui est voté par les élus du territoire. Donc, on a des missions d'observation, de suivi de documents d'urbanisme, de constitution d'un socle de connaissances, etc. Et dans le cadre de ce programme d'activité, nous avons été missionnés par HOPE pour suivre un groupe d'étudiants et mener une étude sur la précarité énergétique des étudiants. Donc, sur la méthodologie, tout d'abord, en 2020, donc avec la chaire HOPE, nous avons commandé une étude auprès d'un master de l'Université Grenoble-Alpes, l'UGA, pour répondre à la problématique suivante, c'était logement, précarité énergétique et santé des étudiants de l'UGA, portrait, analyse, perspective.
Donc, ça partait d'un constat, c'est que la précarité énergétique étudiante est un phénomène qui est peu étudié à ce jour. L'objectif, c'était de mieux connaître ce phénomène, ses caractéristiques et le nombre d'étudiants concernés, ainsi que leurs stratégies qui peuvent être mises en œuvre par les étudiants. Donc, l'atelier du master a permis la passation d'un questionnaire en ligne avec 2000 réponses exploitables. Ils ont eu différentes contraintes qui ne leur ont pas permis d'aller au terme du traitement de leur enquête, entre autres les contraintes sanitaires de l'hiver 2020-2021 et aussi des problèmes d'accès RGPD aux listes de contacts pour envoyer leur questionnaire qui leur ont fait perdre du temps. Mais du coup, au vu de l'intérêt de la question et de la richesse des éléments qui ont déjà été recueillis par ce groupe de master, l'agence d'urbanisme a poursuivi l'approfondissement des analyses à la demande de Hope. Sur la page suivante. Donc, le premier travail de l'agence a consisté déjà à identifier des biais qui pouvaient impacter les résultats. On en a relevé 4. Donc, on a par exemple le biais de représentativité de l'échantillon. Notamment, on a des écarts entre la population totale des étudiants de l'UGA et les répondants. On a notamment plus de jeunes. Et on a aussi plus d'enfants d'employés et moins d'enfants de cadres. Néanmoins, la répartition après par genre, elle est semblable. Les logements dédiés, lorsque les répondants occupent un logement dédié, on a les mêmes proportions que le parc proposé dans la métropole grenobloise. On note on a moins de cohabitants, donc d'étudiants qui vivent avec leurs parents. On en a moins parmi nos répondants, ce qui est logique, puisque c'est un public qui n'était pas concerné par l'enquête, donc par la thématique de l'enquête. Un autre biais, ça peut être le faible taux de réponse à certaines questions. J'y reviendrai juste après. On a aussi une mauvaise compréhension de certaines questions. Par exemple, on a parmi les étudiants qui logent dans le parc Crous, on en a un tiers qui déclare un montant de charge lié à l'énergie, alors qu'en réalité, quand on est dans le parc Crous, on n'a pas le détail des charges, on a une quittance, mais on n'a pas le détail des dépenses. Donc voilà, on suppose qu'il y a une mauvaise compréhension de la question. On a aussi donc voilà, les biais cognitifs avec des questions qui ont pu être comprises différemment selon les étudiants et des réponses que nous, on peut difficilement interpréter. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails, mais je pourrais y revenir plus tard. On a aussi un effet crise sanitaire avec des étudiants, notamment les étudiants étrangers qui étaient moins nombreux durant la période d'enquête sur l'année universitaire 2020-2021. Et on suppose qu'il y a certains logements qui étaient habituellement loués qui ne l'étaient pas sur cette période-là particulièrement, et qui n'ont pas trouvé preneur. Or, c'est peut-être des logements qui étaient particulièrement énergivores et de mauvaise qualité, et du coup, on n'a pas d'informations dessus. Donc, voilà les différents biais méthodologiques. D'autres biais en lien avec l'objet de l'étude lui-même. On sait que les ressources des étudiants sont très hétérogènes. D'ailleurs, pour les actifs aussi, ça marche pour tout le monde. En fait, on a tous des ressources très diverses, et c'est très compliqué de les lister précisément et de mettre les mêmes choses derrière un même terme. Les niveaux de ressources évoluent aussi chez les étudiants entre le début et la fin de leurs études, et elles ne sont pas toujours gérées directement par l'étudiant. Donc, c'est assez compliqué de connaître leurs ressources, et du coup, pour connaître la précarité, c'est encore plus compliqué. Il en ressort que l'indicateur du taux d'effort énergétique, le concept de l'ONPE, n'est pas adapté à la situation du public étudiant. Donc, pour toutes ces raisons, on ne peut pas quantifier réellement la proportion d'étudiants en situation de précarité énergétique. On ne peut pas extrapoler les volumes à l'ensemble de la population étudiante de la métropole grenobloise. Néanmoins, il y a quand même des résultats très intéressants, des enseignements assez intéressants à partir des caractéristiques de notre échantillon. Donc, je vous les présente de suite. Sur la 2 pages suivantes. Merci. Alors, tout d'abord, on a un tiers des répondants qui déclarent souffrir du froid dans son logement, contre 15% pour souffrez-vous de la chaleur dans votre logement. Alors, on nuance tout d'abord ce résultat très, très élevé sur le fait que le questionnaire a été diffusé en plein hiver. Et donc, l'écart avec la chaleur, c'est aussi parce que les étudiants sont moins présents l'été dans leur logement sur la métropole grenobloise. Les répondants les plus âgés sont les plus concernés par le froid dans leur logement. Alors, on peut faire différentes hypothèses. Les étudiants les plus âgés peuvent être dans leur logement depuis plus longtemps, donc avoir subi plusieurs hivers d'affilée, connaissent la sensation de froid. Ils peuvent avoir des exigences plus élevées parce que, par expérience, ils ont connu d'autres logements avant, ou alors ils payent aussi des loyers plus élevés que les plus jeunes, par exemple. C'est toutes des hypothèses.
Mais on repère, voilà, plus on est âgé et plus on souffre du froid dans son logement. C'est allié aussi au fait que les étudiants les plus âgés résident plus souvent dans le parc diffus. Or, il se trouve que le parc diffus est généralement moins qualitatif que le logement dédié. Et d'ailleurs, on a plus de répondants qui souffrent du froid lorsqu'ils logent dans le parc diffus que dans un logement dédié. L'écart d'âge s'explique aussi en partie le fait que les étudiants les plus jeunes sont moins autonomes, que ce soit dans leur logement et dans leur budget. Les parents ont un regard un peu souvent plus fort sur le choix du logement, voire même pour payer un loyer un peu plus élevé. En termes de genre, on relève que les filles ressentent plus fortement le froid que les garçons. Il y a une nuance, c'est qu'elles résident aussi plus souvent dans le parc diffus que les garçons. On a aussi noté un lien entre des charges élevées et un ressenti du froid élevé. Voilà, c'est un peu une forme de double peine. La qualité énergétique du logement, c'est un critère qui est peu ou pas du tout pris en compte au moment du choix de la location. Alors ça, après, c'est pas spécifique au public étudiant, un certain nombre d'enquêtes qui le montrent. Pour autant, c'est un facteur qui est particulièrement important dans l'inconfort thermique. On a 50% de non-réponse sur l'âge du bâti. Le taux est identique que l'étudiant souffre ou non du froid. Et pour l'étiquette énergétique du logement, alors là, c'est encore pire, on a 80% de non-réponse, alors que le DPE doit obligatoirement être affiché sur les annonces et le bail. En termes de santé, sur la page suivante, on a essayé de qualifier la précarité énergétique étudiante en regardant différents facteurs de risque. Donc, on a pris 2 sous-échantillons pour connaître leur spécificité par rapport à l'ensemble de la population étudiante. Donc, on a pris les répondants qui déclarent souffrir du froid dans leur logement, c'est la partie gauche de la diapo, et les répondants qui déclarent avoir déjà eu des difficultés à payer leurs factures. Et donc, parmi les étudiants qui déclarent souffrir du froid, on en a un quart qui déclarent un impact sur leur santé physique, c'est le 23% dans le tableau de gauche, alors que ceux qui ne souffrent pas du froid ne relèvent pas d'impact du tout sur leur santé physique, 4%, c'est anecdotique. On peut aussi relier la difficulté à payer les factures, donc c'est la partie de droite de la diapo, avec la santé physique ou mentale. Par exemple, on a 35% des personnes qui ont des difficultés à payer leurs factures qui déclarent aussi un impact sur leur santé physique et 56% sur leur santé mentale. Alors que pour les étudiants qui n'ont pas de difficultés à payer leurs factures, ces impacts sont moindres. Ce n'est pas anecdotique parce que la santé mentale, on a quand même un taux élevé, mais 2 fois moindre que ceux qui ont des difficultés à payer leurs factures. En termes d'action, sur la page suivante, on observe une certaine désillusion des étudiants malgré leur situation compliquée. Donc, on a un tiers des répondants qui ont froid, mais parmi ceux qui ont froid, il y en a seulement 20% qui ont abordé le sujet avec leur propriétaire. Donc, il n'y a pas forcément d'action qui est mise en place, en tout cas pas de relation avec le propriétaire. On a un quart des étudiants qui subissent un équipement défectueux. Et pour ces personnes concernées, seulement un quart l'abordent avec leur propriétaire. C'est le 24% dans le tableau du milieu. Et on a 9% des étudiants qui ont des difficultés à payer leurs factures d'énergie, dont seulement 22% ont abordé ces difficultés avec leur propriétaire. Mais finalement, ces désillusions, elles sont un peu justifiées, c'est-à-dire que quand ils évoquent toutes ces difficultés avec leur propriétaire, peu sont entendus. On a seulement un tiers de ces étudiants-là qui bénéficient d'actions entreprises par le propriétaire pour y remédier. Donc, on s'est intéressé aussi aux stratégies qui pouvaient être mises en place par les étudiants. Et finalement, il y en a assez peu. On a peu d'étudiants qui déclarent mettre en place des stratégies pour pallier cette précarité énergétique. On en a seulement 170 répondants sur les 2000 qui mettent en place au moins une des actions que nous proposions. Donc, on en a la moitié qui ont réduit leur consommation d'énergie et la moitié qui ont diminué leurs autres dépenses quotidiennes. Et sinon, ça va être solliciter l'aide de leurs proches. Donc là, c'est un tiers des répondants. Les services sociaux, enfin solliciter les services sociaux ou bricoler son logement, c'est vraiment des actions qui sont peu entreprises par les étudiants. Donc il y a un certain des illusions. Voilà. On subit, mais on a peu de leviers et on active assez peu les leviers possibles. Pour conclure, malgré les différents... Donc, c'est sur la page suivante. Merci. Malgré les différents biais évoqués au début de cette présentation, l'enquête elle apporte quand même des éclairages intéressants sur les facteurs de risque de subir une précarité énergétique lorsqu'on est étudiant ou étudiante. Donc, le parc diffus, il est plébiscité par les répondants, 7 sur 10 à peu près, mais c'est aussi le parc de logement le moins qualitatif.
L'étude met également en lumière des conséquences sur la santé des étudiants, qui est loin d'être négligeable, en termes de ressenti en tout cas. Pour autant, c'est la problématique de l'inconfort thermique et de la précarité liée à l'énergie n'est pas du tout prise en compte lors du choix du logement. Alors, c'était une étude, c'était pré-crise de l'énergie. Peut-être qu'on aurait des résultats légèrement différents aujourd'hui. Néanmoins, dans toutes les études, on l'observe, le choix d'un logement, c'est d'abord le loyer et ensuite la localisation. Et tous les autres critères de choix sont très secondaires. Donc la réponse passe notamment par une plus grande sensibilisation des étudiants et de leurs parents, puisqu'ils ont aussi un poids dans le choix du logement, et aussi sensibilisation des propriétaires pour améliorer la qualité de l'offre de logement dans la région grenobloise, en lien notamment avec les nouvelles réglementations sur les interdictions de location des passoires énergétiques, des passoires thermiques. On sait que c'est le public étudiant qui sera le plus concerné qui est le plus concerné par ces passoires thermiques. Voilà pour moi. Je vais rajouter un petit peu quelque chose pour compléter cette présentation. Merci Déborah pour cette présentation. Je voudrais préciser que cette étude a été faite avant la crise actuelle qu'on vit sur l'énergie. Alors très certainement, il y a peut-être cette période peut influer sur les réponses. Mais il y a un fait quand même qui reste toujours valable, c'est que le monde étudiant est exclu de l'observation de la précarité énergétique en France aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais juste faire le commentaire, c'est que l'ONPE, l'Observatoire national pour la précarité énergétique, s'est très très fortement intéressé à ce dossier-là, nous a demandé de présenter dans le détail l'ensemble de l'étude à l'ensemble des partenaires de l'ONPE pour que l'ONPE a pris conscience d'un certain nombre de choses en disant effectivement les outils qu'on a, les méthodologies qu'on a, les observations qu'on a ne sont pas adaptées au monde étudiant pour un certain nombre de raisons dont a parlé Déborah. Et justement, il s'engage, donc l'ONPE s'est engagé à prendre en compte cet aspect-là pour essayer de regarder comment mieux intégrer dans les tableaux de bord de l'ONPE, dans les observations de la précarité énergétique, ce monde étudiant qui est quand même, en résumé, c'est quand même une grosse partie de la population. Et en gros, si on dit qu'il y a 20% de la population en France qui est en situation de précarité énergétique, si on regarde les résultats ici, c'est plutôt 40% des étudiants qui sont déclarés en précarité énergétique. Donc, c'est pas rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette étude nous a paru très importante et qu'une des suites de cette étude, c'est très certainement la creuser, la mettre à jour avec les nouvelles données qu'il y a sur le coût de l'énergie, le rôle que l'énergie peut avoir dans ces sujets-là, mais également de mieux intégrer dans les dispositifs d'aide et de soutien. Et c'est pour ça qu'on avait à cœur de présenter ça au réseau Rappel, vous les acteurs de la lutte contre la précarité énergétique sur le terrain, de faire prendre conscience que c'est un vrai sujet, que c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément de la même manière avec les étudiants qu'avec le reste de la population. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Déborah et Régis, pour vos interventions. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de questions dans l'onglet questions-réponses. Donc, vous, participants, n'hésitez pas à poser vos questions via cet onglet pour enrichir les débats. En revanche, je pense qu'Aurélien a une question complémentaire à apporter. Alors, je vais lui laisser la parole. Oui, merci Sarah. Oui, j'ai une petite question par rapport aux résultats de l'étude. Est-ce qu'il y a des pistes d'explication du fort taux de non-recours aux aides par les étudiants? Est-ce que c'est quelque chose qui a été creusé ou qui mériterait de l'être par la suite? Parce que bon, en ce qui concerne le chèque énergie, on peut émettre l'hypothèse que pour bénéficier du chèque énergie, il faut régler une taxe d'habitation, avoir un avis d'imposition. Donc souvent, ça va plutôt être les parents peut-être qui vont avoir ça. En tout cas, l'étudiant peut être attaché au foyer fiscal des parents. Mais bon, il n'y a pas que le chèque énergie non plus. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des pistes d'explication sur ce non-recours? On n'a pas forcément creusé cette question. Néanmoins, on sait que le public étudiant est un public très mobile.
Et finalement, ce qui n'apparaît pas dans l'étude, mais la stratégie principale, alors après, il y a le fait de baisser ses réductions, ses dépenses de consommation, mais la première des stratégies, c'est de changer de logement. Et ce qui n'est pas la meilleure des solutions, hein, mais voilà, donc c'est un peu la mobilité de ce public-là leur permet d'avoir cette solution-là. Après, pourquoi un non-recours aux aides? Il y a aussi le fait qu'il y ait une abondance d'informations qui n'arrivent pas forcément aux personnes les plus concernées. On l'observe dans le parcours dans le choix du logement, et puis après dans le parcours résidentiel, on l'observe aussi par ailleurs. J'en profite pour citer l'OTLE, donc c'est l'Observatoire territorial du logement des étudiants, qui observe à l'échelle du sillon alpin l'ensemble voilà, le logement des étudiants sur cette échelle-là, entre Valence et Annecy, en passant par Grenoble, Chambéry et Grand Lac. Et finalement, on voit que au-delà de la question purement précarité énergétique, déjà rien que dans le choix du logement, il y a beaucoup d'informations et beaucoup ne parviennent pas aux étudiants. Donc, c'est des sujets qu'on creuse, comment améliorer cette sensibilisation, et donc par là, en lien avec la précarité énergétique aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu, c'était un peu décousu. Si, merci beaucoup Déborah. Et entre-temps, on a eu une nouvelle question. Comment est calculé l'indicateur du taux d'effort énergétique? On est un peu au-delà de l'étude de la URG, mais d'un point de vue méthodo, si vous voulez rappeler. Je n'ai plus en tête, peut-être que... Oui, on peut peut-être répondre à ça. Alors justement, il y a des évolutions sur les questions de taux d'effort, là, de ce que j'ai compris. Avant, on considérait 10%, et là, on est plutôt aux alentours des 8% dans la prise en compte du taux d'effort des charges d'énergie. Donc, en général, quand on procède à ce calcul, on va considérer l'ensemble des ressources du ménage et regarder la proportion de ces charges d'énergie, donc l'électricité spécifique, le chauffage, et aussi l'eau. En tout cas, nous, dans la manière dont on va calculer, on va aussi considérer les charges liées à l'eau. Pour les personnes qui résident en parc social, il faut bien qu'on utilise, en fait, on récupère l'information sur les quittances de loyer pour les ajouter aux charges d'électricité spécifiques. Et donc, ce qui nous permet de savoir justement, voilà, après, c'est juste un calcul à faire entre le taux de ces deux charges. Merci Florence pour cet éclairage. Pas d'autres... Sur la question précédente, juste un petit complément, ce qui a été dit un petit peu dans l'enquête, c'est globalement les étudiants par rapport à la population normale, enfin le reste de la population, il courbe les chines. Il dit c'est une petite période, il faut que je viens souffrir. De toute façon, ça fait partie de mon rôle d'étudiant de souffrir. Je vais souffrir pendant peu de temps. De toute façon, après, dans 1 an, dans 2 ans, je ne suis plus là, je vais faire autre chose, je vais partir. Donc, il y a cet aspect qui fait qu'on s'intéresse peu aux aides et à ce qu'on peut récupérer comme aide, en particulier pour les aides à la rénovation ou l'amélioration de l'habitat. Donc, d'abord, ils ne sont pas chez eux, ça c'est clair, mais ils ne vont pas y rester longtemps. Donc, ils courbent les chines et ils disent, mais finalement, c'est le prix à payer pour être étudiant. C'est un petit peu cette mentalité, ça a été dit un petit peu dans l'enquête. Et puis ils ne s'intéressent pas, effectivement, ils ne s'intéressent pas forcément à tous les processus. Pour eux, c'est compliqué. Parmi leurs études, ils ont d'autres priorités que de monter des dossiers d'aide, etc. Pour eux, ce n'est pas une priorité. Voilà, ce sont les différentes explications quand on regarde un petit peu les réponses au questionnaire. Après, on peut aussi considérer que l'accès aux services sociaux n'est pas simple non plus. Et notamment, donc, on a le Crous et puis on a les services départementaux. Et il y a des fois aussi un renvoi entre les deux institutions sur qui prend en charge un étudiant selon son statut. Et ce qui peut aussi décourager parfois les étudiants. Et puis, on a aussi des stratégies dans les demandes d'aide. Des fois, on va plutôt essayer d'avoir un soutien, par exemple alimentaire, par l'entourage, pour pouvoir payer des taux de facture. Donc, il peut y avoir aussi d'autres formes de stratégies pour éviter le recours aussi aux aides financières.
Merci beaucoup pour ça. Il y a une autre question de Éric Parvin. Comment toucher un public très mobile quand on intervient sur un territoire restreint? Et par exemple, les étudiants qu'on pourrait cibler étudient dans des universités, dans des écoles différentes et parfois éloignées. Alors, c'est une bonne question, mais juste pour répondre à ça, déjà, est-ce que la personne peut citer, enfin, peut nous dire sur quel type de territoire elle se situe? Bon, alors, il n'y a pas la réponse, désolée Florence. Pas de souci. Je ne sais pas si vous pouvez apporter malgré tout une réponse. Ah oui, dans la couronne de Paris, voilà. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse sur la question du repérage. Moi, j'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation et sur comment, justement, il faut qu'on démultiplie peut-être des manières de communiquer. Par expérience et par la collaboration avec la chaire Hope, on s'est rapproché des directions à la vie, des vies étudiantes qui ont des accueils physiques, déjà, donc qui touchent les étudiants, qui ont aussi des outils de communication. Donc, il y a un enjeu quand même autour de ça. Moi, je pense que plus on est proactif et plus on peut déjà sensibiliser. Et par ailleurs, on a aussi engagé un travail avec l'ADIL. Donc, on a une ADIL dans chaque département pour justement donner plus d'informations sur qu'est-ce que ça signifie d'avoir un logement étudiant avec ce qu'on a dit tout à l'heure, problématique de mobilité du parc parce que le parc n'est pas toujours adapté. Et dans les travaux de la chaire Hope et de ce qu'on peut valoriser aujourd'hui, on a un étudiant qui a mis en place un guide donc un guide spécifique, un flyer qui est très bien fait avec des QR codes pour donner des informations sur comment trouver un logement adapté et comment aussi interagir avec son propriétaire en cas de difficulté. Donc ça, peut-être que Agathe, elle pourra peut-être aussi en reparler et on pourra répondre à ça. Donc ça, ce sont un des moyens en tout cas de communication, mais c'est qu'un niveau de réponse et je vais laisser mes collègues répondre aussi. Est-ce que vous avez, Régis et Déborah, quelque chose à apporter ou pas? Sinon, ça fait une bonne transition avec la présentation suivante, puisqu'il n'y a plus de questions, une question dans Non, moi, Régis. si, je voudrais quand même rajouter quelque chose. C'est l'objet un petit peu de ces travaux de Hope qu'on veut faire. C'est pas tout seulement faire un travail, c'est le porter à connaissance. Et en particulier, on est mobilisé et on est sollicité par le monde académique, le monde des CROUS, des directions des étudiants, enfin voilà, des associations étudiantes, et tout le monde d'accompagnement des étudiants du monde du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur qui nous sollicite justement pour diffuser ces informations. Ils viennent nous voir en disant on ne sait pas ce que c'est et comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut agir. Donc, un des rôles de Hope, c'est justement de porter cette connaissance sur le terrain, comme je disais, des politiques ou des associations, typiquement, c'est l'objet aujourd'hui, c'est de porter cette connaissance, ce que c'est que cette précarité énergétique étudiante auprès du monde académique, au monde des décideurs du monde académique. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce séminaire, je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais on avait invité, on avait lancé l'invitation de ce rappel à l'ensemble du monde académique parce qu'ils étaient très demandeurs. Alors peut-être qu'on pourra faire une session spécifique pour eux, mieux ciblée, mieux adaptée à l'ensemble du monde académique, mais c'est également faire connaître, parce que les gens disent on ne sait pas, on ne connaît pas. Voilà un élément de réponse aussi sur comment on peut toucher plus ces étudiants. Je pense qu'il y a le rôle aussi des associations étudiantes qui est énorme, et là on l'a très bien vu avec Hope, et je pense que Agathe en parlera par la suite. Et juste peut-être pour terminer sur ce sujet-là, et je rejoins Régis sur le rôle aussi des collectivités ou d'autres, peut-être aussi d'Espace Info Énergie ou d'autres types d'acteurs, d'intervenir dans les filières. Là, on verra sur les projets développés avec les étudiants qu'on a ciblé certains types de filières pour l'instant, mais la réflexion aussi avec Hope, c'est de d'étendre aussi les interventions en direct auprès des étudiants pour informer, sensibiliser, à la fois pour des raisons personnelles, parce que ça peut les concerner, mais aussi pour des enjeux de société, comme on l'a dit en introduction.
Merci, vous nous avez fait un teasing incroyable sur les outils qui avaient été développés ou qui pouvaient potentiellement l'être. Donc, je propose de rentrer de façon plus exhaustive dans le cœur du sujet et du coup de donner la parole à Agathe Ménage d'abord pour la présentation des aperçus des travaux et des outils concrets développés par et pour les étudiants au service de la lutte contre la précarité énergétique. Ensuite, Florence, vous reprendrez la parole, donc Florence Guilcher, pour un témoignage sur la collaboration entre le CCAS de Grenoble et les étudiants de la chaire Hope. Et Régis, vous évoquerez ensuite les suites et les perspectives des travaux de la chaire Hope pour les mois et années à venir. Je vous redonne donc la parole et je vous retrouve pour le temps de questions-réponses qui s'en suivra. Merci beaucoup. Donc effectivement, très bonne transition pour que je commence à vous parler de la dynamique étudiante de la chaire Hope et que je puisse vous présenter des projets concrets d'étudiants qui ont été encadrés par la chaire Hope et qui ont eu un impact réel sur le terrain. Donc dans cette dynamique étudiante au sein de la chaire Hope, on va avoir deux objectifs principaux. Donc tout d'abord, il va y avoir sensibiliser et éclairer les étudiants, tout ça en collaboration avec les enseignants sur des enjeux économiques et sociétaux liés à l'énergie, et ça à travers la précarité énergétique. Et ça va pouvoir prendre la forme de conférences, de projets tutorés ou encore de défis créatifs qui ont été très fructueux d'ailleurs. Et un autre objectif de cette dynamique, ça va être d'accompagner et de soutenir les initiatives étudiantes, donc en fait de ces étudiants qui veulent tester des solutions concrètes auprès de personnes en précarité énergétique ou auprès des organismes qui accompagnent ces personnes en précarité énergétique. Donc ici, on a sélectionné 5 projets étudiants qui ont été accompagnés par la chaire Hope. Donc en premier, on retrouve le Conformètre, qui est un projet issu d'un défi créatif qui a été proposé dans une école d'ingénieurs de Grenoble INP. C'est un outil en fait très simple pour auto-évaluer son confort énergétique. Donc l'objectif, ça va notamment être d'identifier des personnes qui seraient en situation de précarité énergétique pour les mettre en contact avec des structures adaptées. Et donc, c'est un outil qui a beaucoup plu et qui maintenant est utilisé par d'autres entités comme l'ALEC, GEG, la métropole de Lille ou encore le CCAS de Grenoble. Ensuite, comme deuxième outil, on retrouve le livre « Jérémie et la maison malade ». Donc, c'est un livre pour enfants qui a été créé par des étudiants. C'est issu du même défi créatif que le Conformètre. Et ce livre, il vise à faire parler de précarité énergétique au sein de la famille en passant par les enfants qui sont en train d'apprendre à lire. Et il y a la dernière partie de ce livre, elle est orientée vers les adultes qui lisent ce livre avec les enfants pour orienter donc ces ménages vers des systèmes d'aide sur la rénovation énergétique. Et de la même manière que le Conformètre, l'outil est maintenant utilisé par GEG, par le CCAS, par un collectif d'habitants à Roubaix, même EDF et la Fondation Rexel. Ensuite, du coup, donc ça, c'était 2 projets d'étudiants grenoblois et maintenant un projet d'étudiants de Centrale Marseille qui, dans le cadre d'un projet tutoré, ont créé une séquence pédagogique pour apprendre les notions d'isolation thermique aux enfants d'école primaire. Donc, ça se déroule en 6 séances. Les enfants, ils vont pouvoir faire des expériences simples et ça va être une opportunité de parler de transition énergétique et de les sensibiliser à la rénovation thermique des bâtiments notamment. Et donc, ce projet, il a rayonné aussi à Grenoble parce qu'il y a une collaboration entre une association d'étudiants à Grenoble et ces étudiants de Centrale Marseille pour réaliser une version plus courte, toujours dans la démarche d'aller sensibiliser des enfants dans des écoles sur ces sujets de rénovation. Après, on va pouvoir retrouver donc, ce guide « Prévenir et guérir la précarité énergétique étudiante » qu'on a pu mentionner précédemment. Donc, ce guide, en fait, il émane d'un constat des étudiants et d'acteurs comme l'ADIL sur le manque d'outils et d'informations pour aider les étudiants en précarité énergétique.
Donc, Nathan, qui était un étudiant en stage à la chaire Hope à ce moment-là, s'est occupé, en fait, s'est mis en quête de trouver les éléments existants pour répondre aux besoins et aux questionnements des étudiants en précarité énergétique. Donc, de ça, il y a eu un travail collaboratif entre la chaire Hope et les acteurs institutionnels de la région grenobloise comme la CAF 38, la DIL 38, le CCAS, la ville de Grenoble, pour constituer une première synthèse des outils disponibles. Et évidemment, ce guide a été relu et retravaillé par des étudiants pour s'assurer en fait que c'était un document vraiment adapté à sa cible étudiante. Et enfin, on va retrouver les événements nationaux étudiants. Donc, il y en a eu 3 jusqu'ici, un par an. Il y a eu donc en 2019 et en 2020 des événements qui se sont passés en distanciel vu la situation sanitaire. Et donc, c'était toute une journée où des étudiants intéressés par le sujet pouvaient se rencontrer et discuter en participant à des ateliers sur les thèmes de l'énergie et de la précarité énergétique. Donc, toutes ces journées, elles ont été organisées par des étudiants pour des étudiants et encadrés par la chaire Hope. Et donc, ces 2 premières années, elles ont permis de lancer et de renforcer le réseau Hope étudiant dont Régis a parlé, donc, qui rassemble vraiment tous ces étudiants qui se sont sentis soit concernés par le sujet, soit qui avaient envie de participer à l'effort contre la précarité énergétique. Et puis, la 3e édition, elle a pu se dérouler en présentiel. Donc, il y a eu une partie à Centrale Marseille où c'était une journée d'intervention d'acteurs locaux, notamment l'ONPE, avec des stands pour de la sensibilisation des élèves de l'école, des ateliers sur l'énergie. Et il y a eu aussi une version à Grenoble qui a duré 2 jours. C'était vraiment un événement très convivial, participatif et qui a permis des rencontres inspirantes entre différents acteurs qui gravitent autour de l'énergie et de la précarité en général. Et voilà, donc il y avait des ateliers, des stands, il y a même eu un concert type scène ouverte, voilà, pour rester dans la convivialité. Donc voilà, vous avez eu un aperçu de 5 projets étudiants qui ont vraiment pris sur le terrain. Et maintenant, je laisse la main à Florence pour la suite. Merci Agathe. Donc moi, je vais faire le lien entre ces projets qui ont pu avoir une déclinaison opérationnelle et pour vous présenter en quoi ça a pu apporter des nouvelles perspectives à notre action au niveau du CCS de la ville de Grenoble. Donc, le CCS s'est engagé depuis déjà une dizaine d'années dans la lutte contre la précarité énergétique et pilote un service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie. Pardon, on ne dit plus l'acronyme, on ne le détaille plus, mais donc on est labellisé SLIM déjà depuis plusieurs années. Et dans ce cadre-là, on a quand même tout un enjeu autour du repérage des ménages et de la qualification des situations de précarité énergétique et de l'accompagnement. Donc, depuis 2019, on est en collaboration avec Hope pour à la fois apporter notre contribution et notre regard de terrain aux potentiels étudiants qui ont des sujets tutorés ou des défis à réaliser. Et en contrepartie, on a aussi tout un apport qui nous a été fourni par ces étudiants au travers des projets présentés par Agathe. Nous, dans cette collaboration, on avait vraiment 3 grands objectifs. Le premier, quand même, de pouvoir toucher des étudiants eux-mêmes, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on a quand même cette difficulté à les atteindre. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a à peu près 4% du public accompagné en situation de précarité énergétique qui est étudiant, donc ça reste un public minoritaire. On avait également comme volonté de contribuer à mobiliser des étudiants sur des sujets d'études qui sont liés à ce sujet de société. Aujourd'hui, on est effectivement dans l'œil du cyclone sur la précarité énergétique. On commence à bien en parler dans les médias, mais là, on va dire que jusqu'à présent, tout le monde, en tout cas, que ce soit dans le milieu universitaire ou non, quand on parlait de précarité énergétique, il fallait qu'on soit vraiment, il fallait qu'on explicite. Donc, pour nous, c'était aussi un intérêt de pouvoir travailler sur ces sujets-là et en tout cas de mobiliser des étudiants. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, utiliser les ressources, les livrables des étudiants pour
renouveler nos façons de repérer et ouvrir notre vision dans la manière dont on peut proposer des actions concrètes. Donc, nous, les projets d'études qui sont devenus finalement des projets opérationnels, ils ont surtout contribué de 3 manières à nous aider en tant que collectivité. Je dirais, alors, d'une part dans le repérage et aussi dans la caractérisation des situations, dans la lecture qu'on peut avoir en termes d'observation des situations. Donc ça, c'est un travail qui a été plutôt mené avec la faculté d'économie et statistique, où on a essayé de regarder ensemble, à travers nos indicateurs, quel quartier était beaucoup plus concerné et de croiser un peu plus les données. Donc ça, c'était plutôt du porté à connaissance. Aussi, ces projets nous ont permis ils nous permettent encore, bien sûr, de favoriser la sensibilisation et l'auto-évaluation des personnes. Donc, en fait, concrètement, les outils développés, que ce soit le Conformètre ou Jérémy et la Maison Malade, ils sont utilisés lors de nos actions collectives. Donc, on a des ateliers de sensibilisation à la facturation des factures d'énergie. Donc, l'outil du Conformètre, c'est une façon de capter un petit peu les personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand on intervient, que ce soit sur des stands ou des actions collectives, on présente l'outil et souvent, le premier document qui va attirer l'œil, c'est le Conformètre. C'est même pas notre plaquette, c'est même pas, je dirais même après Jérémy, c'est quand même ce Conformètre aujourd'hui, il est très facile d'utilisation. Souvent, les gens ont envie de tester. Donc, on l'utilise concrètement en format papier, puis on utilise aussi le QR code, notamment dans nos outils de communication, c'est-à-dire que le nouveau flyer qu'on a mis en place pour notre SLIM intègre le Conformètre. Et par les professionnels aussi, c'est très apprécié d'avoir cet outil. Et concernant le livre de Jérémy, qui est une autre manière de sensibiliser au sujet de la précarité énergétique, on le diffuse, mais la diffusion simple n'est pas suffisante. Donc, on est aussi en réflexion sur la manière dont le livre peut être un support de médiation. Donc là, on amorce des discussions, notamment avec les bibliothèques de la ville de Grenoble, pour voir comment ils pourraient servir plutôt lors d'ateliers spécifiques. Mais ça, c'est encore en cours de réflexion. Et ces projets, ils nous ont aussi servi à faire ce qu'on appelle de l'aller vers dans l'action sociale. Donc, grâce à la mise en place de la journée qu'a citée Agathe, ces 2 jours où on est intervenu sur le campus, on a concrètement tenu des stands où on a pu parler directement auprès des étudiants, ce qui était une première en fait dans notre action depuis 10 ans. C'est la première fois qu'on avait l'opportunité d'avoir des échanges avec des étudiants plutôt captifs. Et pour terminer, donc, pour moi, ce que j'ai envie de mettre en avant dans cette collaboration, c'est quand même beaucoup de points de réussite. Le premier, à mon sens, c'est quand même la capacité des étudiants aujourd'hui à être dans l'innovation sociale lors des défis créatifs. Très concrètement, quand on a commencé les défis créatifs avec des étudiants en première année d'école d'ingénieur, ils ne se sont pas forcément sentis concernés par le sujet en se disant mais comment nous, on va pouvoir proposer en tant que futur ingénieur des propositions pour des gens en difficulté. Ça paraissait très éloigné. Et grâce aux enseignants et à des méthodes d'accompagnement à la créativité, en une semaine, ils ont pu produire plusieurs projets. Alors, certains projets qu'on a retenus, qu'on vous a cités, mais d'autres projets pour lesquels on pourrait aussi s'intéresser pour les développer. Donc, c'est aussi, ce qu'on peut dire également, c'est que des fois, en tant qu'acteurs sociaux, nous n'avons pas toujours le temps ni la manière de pouvoir développer de la créativité de cette façon. Donc, je dirais qu'on a gagné vraiment du temps et on a gagné un regard extérieur pour proposer des outils innovants. Concrètement, les projets proposés, ils ont des modalités opérationnelles, ils sont utilisés sur le terrain, ce qui est quand même aussi une réussite parce qu'on n'était pas que sur... c'est bien d'avoir des projets tutorés, mais quand il y a des livrables concrets, comme le disait Agathe, c'est valorisant pour les jeunes, mais c'est aussi valorisant pour nous. Et d'ailleurs, régulièrement, on met en avant ces outils auprès de nos partenaires, qu'ils soient économiques et institutionnels.
Et puis, ce sont des outils dont l'essaimage est possible, même si on doit encore configurer la propriété intellectuelle de ces outils, hein. Ça, c'est aussi des réflexions qui sont en cours. Mais on voit comment, au travers de ce webinaire, au travers de d'autres interventions, on peut les proposer à d'autres collectivités. Et pour moi aussi, un des derniers points de réussite, c'est d'avoir œuvré dans la prise de conscience et d'avoir mobilisé des étudiants dont, pour certains au départ, n'étaient pas forcément très attirés par le sujet, mais qui ont développé une conscience beaucoup plus accrue potentiellement de leur situation, mais aussi de comment ce phénomène peut impacter d'autres gens autour d'eux, et qu'en tant qu'ingénieur ou pour d'autres types d'étudiants, il y a des possibilités de proposer des outils. Voilà, j'en terminerai là et voilà, on attend vos questions. Merci. Je voudrais rajouter une petite chose aussi, c'est que Agathe vous a présenté 5 livrables, 5 travaux, mais il y a toute une palette d'ateliers, d'études, de stages qui ont été faits, de travaux qui ont été faits par les étudiants, et vous allez tous les retrouver sur un outil qu'on a développé. Alors, je ne sais pas si Agathe, tu as le lien du wiki étudiant qui a été créé, qu'on pourrait peut-être mettre dans le chat, dans lequel tu as trouvé, tu peux le mettre, le lien avec le wiki étudiant, dans lequel vous avez tous les travaux depuis 2018 qui sont menés à travers la France sur les étudiants et la précarité énergétique. Cet outil a 2 objectifs. Un premier objectif, de partager l'ensemble des travaux. Et deuxième objectif, c'est quand il y a des étudiants qui veulent commencer à travailler sur ces sujets-là, qui ne réinventent pas la poudre, c'est-à-dire qu'ils vont sur cet outil, ils ont un certain nombre d'informations sur ce que c'est que la précarité énergétique, de formation, d'information, et également accès à tous les travaux qui ont pu être menés pour savoir s'ils ils peuvent se reconnecter avec les travaux existants pour ne pas réinventer les choses. Voilà, donc ça répond à une des questions que j'ai vues dans les questions et réponses, c'est où on peut trouver le conformètre. Mais peut-être que je vais laisser Agathe peut-être répondre à cette question sur où trouver le conformètre. Oui, j'ai vu la question aussi dans les questions-réponses passées. On est encore en train quand même de déterminer comment est-ce qu'on va pouvoir essaimer le conformètre d'un point de vue juridique. Pour l'instant, ça se passe bien avec les acteurs qui ont le conformètre, mais ça a été discuté quand même en commun avec eux. Mais du coup, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on en discute, qu'on voit dans quel cadre ce serait. Et nous, en attendant, on continue de préciser l'aspect juridique lié au conformètre et à sa diffusion. Si Florence peut compléter. Ouais, en fait, l'enjeu, c'est quand même qu'on puisse, au-delà de diffuser un lien qui va un peu se perdre dans la nature, pour l'instant, c'est nécessaire de savoir qui sont les utilisateurs du conformètre. Néanmoins, il existe une version papier et un QR code qui peut être effectivement diffusé. Mais pour ça, c'est bien de savoir comment est-ce qu'il va être, par qui et comment est-ce qu'il va être utilisé. Bon, avant de peut-être compléter les questions-réponses, je vais peut-être terminer la présentation juste avec un dernier point, c'est avec tout ce que vous avez présenté aujourd'hui et la suite, c'est quoi? Donc, je vais pas aller dans, il y a certains points que j'ai déjà discuté, mais les suites et les perspectives de Hope, c'est vraiment de focaliser sur tout le travail qui a été fait autour de la dynamique étudiante, parce que ça a une richesse et une valeur très forte. Il n'y a personne d'autre en France qui s'intéresse et qui fait ce genre de choses. Donc, on nous a demandé, nos financeurs et nos mécènes nous ont demandé vraiment d'accentuer, et d'ailleurs, pas seulement les financeurs, mais tous les acteurs de la précarité énergétique nous ont demandé de vraiment focaliser et de renforcer cette dynamique autour des étudiants. Donc, un des objectifs qu'on a dans les années qui viennent, c'est bien sûr continuer, dans les mois et les années qui viennent, c'est continuer à essaimer toute cette dynamique étudiante. Donc, ça va être le cœur un petit peu de la suite de Hope pour encourager et accompagner toutes les associations d'étudiants de Grenoble et d'ailleurs. Alors là, j'ai mis Grenoble parce que c'est un plan d'action qui a été développé par l'UGA et Grenoble INP pour pouvoir
Donc, on a essaimé ça typiquement à Grenoble et à Marseille également. On voudrait l'essaimer sur d'autres académies et d'autres régions de la France. C'est de mobiliser l'ensemble des étudiants. Ça, c'est un objectif aussi de Grenoble INP, des étudiants Bac plus 4 dans une semaine de sensibilisation à la consommation d'énergie. Donc, c'est un sujet, c'est un projet qui est lancé, qui va avoir lieu au mois d'octobre, la fin octobre. Continuer à créer des défis créatifs parce qu'on s'aperçoit que c'est très riche d'enseignement. Donc, on défie les étudiants. Voilà le sujet. Aidez-nous, aidez les acteurs locaux à mieux aborder ce sujet. Vous qui êtes capable de sortir de la boîte, de trouver des choses nouvelles, qui n'avez pas peur de l'échec, du droit à l'erreur, etc. Ben, allez-y. On a aussi un gros travail qu'on est en train de lancer avec certaines universités pour essayer de croiser ces différentes actions au niveau européen. Ça, c'est une action aussi qui est menée par les étudiants de Grenoble, enfin les enseignants, enfin les organisations autour de l'Académie grenobloise. Et puis, un autre thème aussi, c'est on avait lancé dans la première partie de Hope une animation d'un réseau d'enseignants-chercheurs pour justement intégrer cette précarité énergétique dans les différents enseignements ou les différents projets d'enseignants et d'étudiants pour également faire partager les bonnes pratiques d'un enseignant à l'autre. Donc, on va relancer cette animation par quelque chose qui s'appelle le Café Hope, qui est un endroit un petit peu informel où on vient quand on a le temps de venir. C'est à une date régulière, c'est entre midi et 2, vient qui vient, et puis voilà, c'est toujours très riche de partage. Sur la précarité énergétique étudiante, ça on en a déjà beaucoup parlé, mais on a besoin de faire connaître cette étude à tous les acteurs qui ne connaissent pas. On a déjà commencé avec l'ADEME ou NPE, avec Rectorat, on commence à travailler. Le réseau rappel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a présenté également ça à l'Union sociale de l'habitat la semaine dernière, et puis on présente le plus possible tous ces travaux. Il y a certainement d'autres travaux à mener. On a parlé un petit peu avec Déborah. Il y a peut-être des continuations aux approfondissements de travaux à mener sur cette précarité énergétique étudiante. Ben voilà, ça reste un sujet de préoccupation et d'intérêt pour la chaire Hope. Et de manière plus générale, pendant les 4 ans qui viennent de se passer, on a fait beaucoup d'autres travaux autour de la précarité énergétique étudiante, en particulier, je pense, les relations entre santé et précarité énergétique, et la double précarité énergétique mobilité-logement. Donc, on a fait des grosses études là-dessus. Ben, la suite, c'est de valoriser tous ces travaux. Alors, pour aller dans le détail de tout ce qui est travaux qui ont été faits, là, sur le site internet de la chaire Hope, hein, les résultats des travaux sont tous mis à disposition. Juste une petite parenthèse sur le projet Rénov Santé, qui est un projet qui est mené au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un certain nombre d'acteurs du bâtiment et de la santé pour essayer de mesurer effectivement l'impact de la rénovation sur les consommations de soins. C'est-à-dire qu'on fait une enquête avant et après rénovation sur les consommations de soins des gens dont le logement va être rénové. Voilà, c'est un gros projet qui est financé par beaucoup d'acteurs au niveau national pour essayer de factualiser la relation qu'il y a entre santé et précarité énergétique. Derrière la tête, on a une petite idée, hein, c'est finalement si le ministère de la Santé s'aperçoit que rénover des logements, ben, ça diminue les consommations de soins, donc ça a un impact sur les coûts de santé au niveau national, ben, peut-être qu'il va s'impliquer un peu plus pour sensibiliser et plus que sensibiliser d'ailleurs, soutenir les efforts de rénovation du parc immobilier. Un autre objectif qu'on a, c'est, j'étais la semaine dernière, peut-être un certain nombre d'entre vous y étaient, aux journées du USH de HLM à Lyon, sur je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés, il n'y a que des personnes du logement et de l'immobilier qui sont présents, il n'y a personne de la santé, comme si les relations entre santé et logement n'étaient pas évidentes. Quelqu'un qui est en mauvaise santé dans un mauvais logement, il a moins de chances à s'en sortir que les autres. Et puis, des techniques de rénovation vont avoir un impact important sur la santé. Voilà, donc, c'est un certain nombre de choses. C'est un des objectifs un petit peu de ces études. Voilà un petit peu la suite et les perspectives d'Europe. Donc,
pour vous, Réseau Rappel, nous, on est là aussi pour vous démultiplier toute notre connaissance sur ces sujets-là, vous apporter des outils, tous les outils qui sont développés, et puis vous aider et vous essayer de concrétiser également, et Florence l'a bien montré, tout l'intérêt qu'il peut y avoir sur le terrain à se rapprocher des étudiants. C'est une source de ressources énorme, les étudiants. Ils sont très nombreux, ils ont soif de défendre des causes indéfendables, ils ont de la disponibilité dans leur tête, dans leur esprit. N'hésitez pas à travailler avec eux. Voilà ce que vous pouvez dire. Merci beaucoup à tous les trois pour cette très, très riche présentation. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur l'onglet questions-réponses. N'hésitez pas, leurs participants, à poser vos questions. C'est le moment. Là, vous avez toutes les personnes pour pouvoir vous apporter toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Aurélien et moi, on avait une question, du coup, à vous adresser en particulier. Régis, vous avez en partie répondu, mais je la pose voilà, ouverte à l'ensemble de vous. Si des membres du rappel là, qui nous écoutent souhaitent mettre en œuvre des actions à destination des étudiants ou avec leur concours, comment doivent-ils procéder exactement? Qui contacter sur leur territoire, par exemple? Alors, enfin, je sais pas, Florence, sur un territoire, quels acteurs principaux sur l'expérience grenobloise pour que la relation étudiant et une collectivité se fasse bien? Qu'est-ce que tu pourrais? Après, j'aurais d'autres réponses à apporter. Bah, en fait, je dirais que c'est grâce à la chaire Hope déjà qu'on a réussi à tisser un lien avec certaines filières, donc un peu spécifiques, puisque vous l'avez remarqué, on a un peu segmenté avec plutôt une filière Polytechnique Grenoble, donc plutôt une filière ingénieur aussi avec l'IAE. Mais moi, je pense qu'on peut aussi avoir un champ plus ouvert avec d'autres filières, et notamment de l'action sociale pour les collectivités, mais aussi enfin, en fait, je pense que c'est pas. Enfin, la question, elle est plutôt intéressante. Nous, on a un historique qui a fait qu'on a pu avoir une des portes d'entrée particulières. Après, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, finalement, il y a des territoires où il n'y a pas de campus et c'est beaucoup plus éclaté et disséminé. Donc, on peut peut-être commencer petit, c'est-à-dire entre guillemets, hein, de commencer par peut-être cibler certaines filières dont on peut être plus proche de par la nature de sa structure, de par son territoire, et rentrer en relation voilà, avec des interlocuteurs. La chaire Hope, elle reste aussi à disposition pour peut-être réfléchir aussi sur un territoire, sur la manière d'entrer en relation, parce que comme on l'a dit, le Café Hope nous a quand même permis d'avoir un réseau d'enseignants sur le territoire national. Donc je pense que par le biais de Régis et d'Agathe, il y a la possibilité peut-être de tisser des relations. Voilà, c'est un premier niveau de réponse, mais je vais laisser Régis compléter, bien sûr. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est n'hésitez pas à revenir vers nous. On a un réseau, enfin, on a au-delà de travaux qu'on est capable de mener et de soutenir, mais on a aussi une capacité à mettre en réseau, à animer des acteurs, à animer un réseau d'acteurs. On a une connaissance et on a une visibilité au niveau national sur ce qu'on est capable de faire. Typiquement, on a mis en relation des acteurs qui étaient sur le même territoire, mais qui ne se connaissaient pas, et pas forcément sur le territoire grenoblois. On a beaucoup travaillé avec le territoire de Lille, en particulier avec Roubaix, mais on a aussi, donc n'hésitez pas, on a deux contacts, donc les deux contacts que vous pouvez utiliser si vous avez des questions, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là, ben c'est Agathe et puis moi-même. Donc, on est les deux représentants aujourd'hui de Hope. Donc, Hope doit jouer son rôle de mise en relation et de faciliter ces échanges sur le terrain. Voilà, c'est vraiment l'objectif, un objectif important de Hope, parce qu'on s'est aperçu, comme disait Florence, c'est une grosse valeur qu'on a créée, qu'on ne pensait pas avoir au début, hein, on ne pensait pas créer, mais on a vu que ça apportait beaucoup de points. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça, en particulier avec tous les travaux qui ont été menés et qu'on pourrait partager.
Merci beaucoup pour ces compléments d'informations. Juste une question, les participants auront nos adresses mail, etc. Tu vas envoyer, comment on se fait, ou on le met dans le chat ou... Alors, le PowerPoint va être mis à D'accord, disposition très bien. lorsque le webinaire sera mis en ligne dans maximum une semaine. Et il me semble qu'il y a vos contacts. Très bien. OK. Après, vous pouvez tout à fait, on peut tout à fait les rappeler dans l'onglet discussion. Comme ça, les participants repartent d'ores et déjà avec vos contacts privilégiés, Régis et Agathe. Bien. Du coup, dans l'onglet questions-réponses, il n'y a pas de questions particulières, ce qui montre que vos présentations étaient très claires. Le nombre de participants reste égal, donc ça veut dire que vous avez su capter l'attention aussi, donc ce n'est pas un désintérêt. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des compléments d'information que vous souhaiteriez apporter par rapport aux différents éléments que vous nous avez présentés avant de conclure? Je pense que la question du guide de Nathan qui a été développé pour les étudiants et justement à la demande aussi de la DIL, peut-être que celui-là aussi on pourrait peut-être le diffuser parce que je ne sais pas si on a des espaces info-énergie qui sont présents parmi les participants, mais ce serait intéressant aussi peut-être de diffuser cet outil-là. Après, je regarde Agathe aussi, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais on pourrait aussi peut-être voilà, envoyer des liens sur les outils en tant que tels. Et pour le livre de Jérémy, il est aussi possible Alors là aussi, on a une question de propriété intellectuelle, mais pour les personnes intéressées pour voir le livre, le format et potentiellement, voilà, s'il y a un intérêt à faire des impressions et la diffusion, ce serait bien de se rapprocher de la chaire Hope, parce que ces outils, ils ont quand même montré vraiment leur intérêt, je pense. Non, je crois que le dernier message que j'ai envie de faire passer, c'est que Hope n'a de sens que si ça apporte des services, que si ça apporte une contribution positive à l'ensemble des acteurs de la lutte contre la précarité énergétique. Et dans ce sens-là, je voudrais remercier un très grand merci au réseau Rappel, à Aurélien et à Sarah, parce d'avoir permis de partager ça, parce que ça a une énorme valeur. Et s'il n'y avait pas ça, il y a ces 3 ans de travaux qui ne serviraient à rien. Donc, merci encore. Je pense que c'est important, ça a de la valeur. Et on le voit, donc le fait aussi que nos travaux là, avec l'AERG soient portés au niveau de l'ONPE et que l'ONPE soit complètement approprié, montre également l'intérêt de ce type d'initiative. Donc, encore une fois, un grand merci au réseau Rappel, à vous tous les acteurs qui êtes sur le terrain, parce que si on peut vous aider, eh ben, on fera tout ce qu'on peut, et je crois qu'on peut faire beaucoup. Merci. Juste pour la question sur le guide, de toute façon, il est accessible sur le lien du wiki que j'ai envoyé dans les projets. Il y a le lien vers le guide et il y a surtout le lien vers le flyer qui est vraiment très concis et simple de compréhension avec tous les QR codes utilisables facilement. Il y a aussi le guide complet. Et donc ça, je pense que on peut le diffuser tel quel. Après, c'est plutôt si une entité ou une collectivité voulait faire une adaptation au territoire, quelque chose comme ça, là, ce serait intéressant qu'on discute ensemble, voir comment on peut adapter tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ces sujets-là. Et c'est un peu la même démarche et la même réflexion sur le conformètre et le livre Jérémy et la maison malade. Eh bien, merci à vous. Merci à nos intervenants pour leur contribution. On est ravis, en tout cas, au réseau Rappel, d'avoir donné un peu cet espace pour valoriser les travaux, diffuser les travaux et aussi peut-être ouvrir des pistes, proposer des outils et des pistes d'action pour les acteurs de terrain qui souhaitent intervenir auprès des étudiants. On espère que pour les participants, que ce webinaire a pu répondre à vos questions et vous a donné des idées. Donc, donc toutes les ressources sont dans l'onglet discussion.
Le webinaire sera donc mis en ligne d'ici quelques jours, si vous souhaitez le partager avec des collègues. Et plus globalement, n'hésitez pas à nous faire remonter vos idées de sujets ou de retours d'expérience. On est toujours preneurs, Sarah et moi, de retours de terrain, soit pour des articles sur le site, soit pour des publications papier ou pour des webinaires. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour en discuter. Merci à tout le monde, bonne fin de journée et à bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.